On se retrouve, mesdames et messieurs, avec le même plaisir. Aujourd'hui, c'est WebPress. WebPress, aujourd'hui, nous allons débattre de trois grands thèmes, si le temps le permet. Nous allons parler de l'affaire Fosse Commune, qui continue toujours de défrayer la chronique. Nous allons parler du découpage territorial. Et nous allons terminer par la CENI. Donc, comme vous le savez, on a déjà commencé les inscriptions pour les élections provinciales. Aujourd'hui, je suis avec deux excellents confrères, deux intelligences de mon pays. Je souligne toujours. Je suis avec Jean-Pierre Kayembe de la RTGA. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour consoeur, bonjour à tous. Très heureuse en tout cas de vous recevoir. Ça va partagé, tout va bien, merci. Ça va à la RTGA? Oui, la RTGA se porte bien. Voilà. Je crois que vous êtes déjà sur le sat. Vous êtes sur Canal non, non. On n'a pas encore intégré Canal Sat, mais on est sur Star Times et sur satellite comme par le passé. Et je crois que le vent de la révolution, de la modernité continue encore à souffler sur nous. Et ceux qui nous regardent, ils savent de quoi je parle. Voilà. Voilà, je suis aussi avec John Omombo, journaliste indépendant. Bonjour John. Bonjour, consoeur. Voilà, il n'est plus à présenter. La dernière fois, j'ai eu beaucoup d'appels vous concernant. Je crois que l'émission est tellement suivie. Et bien voilà, vous découvrez vraiment des intelligences de mon pays. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Fosse Commune qui continue d'effrayer la chronique. Je prends la une des journaux qui est notre source d'information. Nous prenons les dépêches de Brazzaville qui dit Fosse Commune de Maluku, Tambomamba éclaire la lanterne des diplomates. Il y a un autre journal qui a titré sur les fausses communes. Merci. Évariste Bochab, ça c'est l'avenir qui nous dit folle et affolante rumeur sur la fosse commune. Évariste Bochab condamne la récupération politicienne. Voilà donc Jean-Pierre Kayembe, cette affaire de fosse commune commence vraiment à alimenter. Et d'ailleurs, ça alimente depuis, en tout cas, ça fait 2 semaines au moins, l'actualité nationale et internationale. Mais en tout cas, comme j'ai des intelligences, on essaiera vraiment de commencer au début pour éclairer la lanterne et l'opinion. Il y a aujourd'hui plusieurs concepts qui circulent. Aujourd'hui, on parle plus de fosse commune, mais de tombe commune. Alors, les gens voudraient bien comprendre quelle est la différence entre fosse commune et tombe commune. Oui, la différence, je crois que le ministre de la Justice a été suffisamment clair il y a 2-3 jours devant les corps diplomatiques en poste à Kinshasa. Quand vous suivez des spécialistes en criminologie et consorts, ils vous font comprendre que la fosse commune renvoie à des massacres, à un carnage, à des exécutions sommaires. Alors il faut contextualiser les choses parce que dans les cas ici sous examen, cette affaire de Maluku, on sait qu'il n'y a jamais eu carnage ici à Kinshasa. Il n'y a jamais eu massacre ou exécution extrajudiciaire de certains citoyens. Et donc, il y a eu enterrement collectif de certains compatriotes, des fœtus, des morts-nés, des indigents, des gens, des inconnus ou des gens avec famille, mais dont les familles ne sont pas en mesure d'assurer les obsèques de leurs proches, ou encore des gens dont les liens de parenté n'ont pas été identifiés. Alors, dans ces cas, il revient dans les prérogatives du pouvoir public. D'ailleurs, c'est d'après une loi qui date d'il y a 1956, 56, quelque chose comme ça. Donc, il revient dans les prérogatives du pouvoir public d'organiser les obsèques de ses compatriotes. C'est que l'hôtel de ville a fait en collaboration avec la justice parce que des procès-verbaux ont été établis par rapport à cet enterrement. Donc je crois qu'il y a un distinguo qu'il faut établir par rapport à ces concepts que beaucoup utilisent aussi à tort, à travers. Est-ce que John Omombo, y a-t-il une récupération politique comme l'a dit Évariste Bochab? Bon, je ne sais pas commenter le point de vue du ministre de l'Intérieur que je respecte. D'abord, Paulette, je voudrais solliciter l'indulgence de nos téléspectateurs, peut-être pour ma voix. Je ne suis pas très en forme et un peu malade, oui. Mais c'est le corps, ça va passer. Cela ne peut pas m'empêcher de réfléchir pour l'avenir de mon pays. Le problème, c'est que je ne peux pas commenter le point de vue du ministre de l'Intérieur qui estime que c'est une récupération politicienne. Mais je pense que l'opinion, le gouvernement qui a même demandé à la justice d'ouvrir une enquête, que ce soit l'opinion nationale et internationale, tous nous sommes à la recherche de la vérité. Donc, parce que nous sommes à la recherche de la vérité, je ne pense pas, ça c'est mon point de vue, qu'il y ait récupération politicienne à ce niveau. Mais plutôt, le problème c'est que moi j'ai l'impression qu'on tend à minimiser les choses.
La vie humaine, elle est sacrée, que ce soit en droit, en journalisme, en médecine, dans tous les domaines. Tout ce que nous faisons, c'est pour préserver la vie humaine. Et lorsqu'on parle de la vie humaine, il y a des attitudes qu'il faut adopter. On ne vient pas, lorsqu'on parle des morts, 221 corps enterrés, et vous venez engager les gens, orienter les gens vers un débat de la sémantique, un débat de la terminologie, un débat des concepts, voilà, fosse commune, on ne peut pas parler de fosse commune, tombe commune, inhumation collective. Tout ça, c'est un problème des concepts. Ici, le problème qui est là, c'est de trouver la vérité. Je me suis même posé des questions. C'est vrai, on dit, on ne peut pas dire fosse commune. On parle de l'enterrement collectif, de l'inhumation collective. Oui, nous acceptons. Mais je me pose la question. Lorsque quelqu'un meurt, on va l'enterrer où? Que ce soit l'enterrement collectif. Est-ce qu'il n'y a pas une fosse? On ne va pas creuser une fosse? Est-ce que c'est une fosse individuelle ou elle était commune? C'est une fosse commune. Donc, qu'on monte ou qu'on descende, il y a toujours quelque chose, un point commun. Le point commun, c'est qu'on a enterré tous ces gens-là dans un trou, dans une fosse, qui est une fosse commune. Peu importe la définition théorique que l'on peut attribuer au mot fosse commune, là, ça devient maintenant un problème d'école, un problème de discipline aussi, parce que moi, en tant que journaliste, je vois ça autrement, et peut-être le juriste, lui, il verrait ça autrement. Mais le point commun, c'est que ces gens-là ont été enterrés. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de la vérité. Donc, à mon avis, il n'y a pas récupération politicienne. Mais si vous permettez, je peux faire une petite analyse sémiologique de ce qui s'est passé au Parlement. C'est vrai, on parle de la vie humaine. Moi, j'attendais du Premier ministre, enfin, excusez-moi, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, j'attendais de lui une attitude de compassion. Regardez ce que le gouverneur de la ville a fait. Le gouverneur de la ville, André Kimbuta pour ne pas le citer, lorsqu'il est arrivé, il fait son message, il se met d'abord, ça c'est de la haute communication, il se met d'abord à la place des Kinois, il compatit d'abord, il regrette d'abord et il vient expliquer les causes après. Mais lorsque j'ai suivi les interventions des membres du gouvernement central au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, j'avais l'impression que ce sont des professeurs qui sont allés donner cours aux étudiants. C'est des attitudes de fermeté, tu vois, même la kinésique, donc la manière même de gesticuler, même le visage, c'est de la colère. Tout est communication. On a besoin des gestes, des attitudes qui accompagnent justement le message. Vous ne venez pas expliquer la théorie, mais vous venez nous dire la vérité sur, entre guillemets, la fameuse enquête administrative qui a été faite. Donc voilà, malheureusement, c'est une intervention qui n'appelle pas de débat et les députés n'ont pas pu poser de questions. Problèmes ont été soulevés aussi par le vice-premier ministre. On a parlé par exemple il a proposé, plusieurs propositions ont été soulevées à l'Assemblée nationale par rapport à la dépénalisation de l'avortement. Cela a choqué plus d'une âme sensible. Expliquez un peu à la population, Jean-Pierre Kayembe, ça veut dire quoi dépénaliser l'avortement? Oui. Tout ça pour désengorger les morgues avec les fœtus et les bébés morts. Merci. Désengorger, enfin, dépénaliser l'avortement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'après la législation congolaise, avorter est une infraction passable de peine. Alors, dépénaliser sous-entend que l'avortement ne sera plus une infraction, à mon entendement. Pourquoi? Parce que on a compris que plus l'avortement est érigé en infraction d'après la loi congolaise, plus on a des avortements clandestins. Des avortements clandestins, conséquence, on a des fœtus, on a des morts-nés qu'on retrouve, qui, on ne sait dans quelle rivière, dans quel ruisseau, ou derrière quelle maison, quel caniveau, et qu'on nous montre presque chaque jour par les télévisions périphériques. Et donc, ce sera une façon, parce que ces filles avortent pourquoi? Estimant qu'elle a eu la grossesse dans les conditions que personne ne sait pour l'instant, et que la famille a des problèmes et tout ça, elle préfère avorter. Et parce qu'elle sait que c'est une infraction et tout ça, elle va les faire en clandestinité.
conséquences, il peut avoir des problèmes de santé. Mais si l'avortement ne sera plus érigé en infraction, je crois qu'en cas de besoin, si on trouve qu'on n'est pas à mesure de prendre en charge les futurs nés, on peut se présenter officiellement dans une institution hospitalière pour justement avorter dans les conditions requises. Je crois que c'est une des propositions. Proposer les choses en amont pour éviter tous les scandales que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Moi, je crois que la proposition d'Évariste Bochab, qui était un éminent professeur de droit, tient la route. Que c'est un débat d'idées. Un débat d'idées aux juristes et hommes d'église de piquer la crise d'intelligence. C'est vrai que c'est peut-être une matière taboue pour certaines confessions religieuses, mais c'est un débat, on est en démocratie. C'est un débat qu'il a lancé à ses détracteurs de se prononcer, de donner leur point de vue. Et on verra si on va couler ça en termes de loi proposée à l'Assemblée nationale. Les députés sont là, ils vont examiner, on va tirer les conséquences. C'est là nos projets aussi par rapport à la dépénalisation des délits de presse. Cette fois-ci, on propose par rapport à l'avortement. Vous pensez, John Lumumba, en tant qu'intellectuel, c'est une des pistes de solution pour désengorger les morgues, pour qu'il n'y ait pas trop de morts sans identité, que nos morgues ne soit pas pleine, quoi, en fait. Madame, je pense que on est en train de désorienter le débat. Le problème au Parlement, ce n'était pas un problème d'avortement. Le problème au Parlement, c'est d'expliquer, madame, s'il vous plaît, je vais arriver, je vais vous démontrer qu'on a désorienté le débat. On a désorienté le débat. Le confrère a dit tout à l'heure que le professeur Évariste Bochab, c'est un éminent professeur de droit. J'en arrive. Mais je voudrais d'abord vous dire que ce n'est pas ça la question principale pour nous amener dans les débats sur la dépénalisation de l'avortement. C'est un sujet, je concède, j'accepte qu'on ouvre le débat justement, mais ce n'est pas le moment choisi. Le problème qui est ici sur la table, ce n'est pas le débat sur les fœtus. Le problème qui est là, c'est qu'il y a eu enterrement collectif, pour reprendre l'expression de monsieur le vice-premier ministre, enterrement collectif de 421 personnes. Et donc, le problème, c'est de révéler la vérité par rapport à tout ce qu'il y a comme rumeur au sein de l'opinion. Ça, c'est ça le débat. Mais alors, arriver aujourd'hui à parler de la dépénalisation de l'avortement. D'abord, je souligne que le professeur Évariste Bochab, qui intervenait au Parlement, a même démontré que le droit funéraire, c'est une branche orpheline du droit en République démocratique du Congo. Vous avez évoqué ce texte qui date de 1956, depuis l'époque coloniale. Lui-même, c'est un professeur de droit. Il avait toutes les possibilités de pouvoir revoir de proposer justement. C'est un grand professeur de droit. Il participe même à l'élaboration. C'est un grand théoricien. C'est un savant. Il participe à l'élaboration même ou à la conception des enseignements à l'université de Kinshasa, un peu partout. Évariste Bochab a été président de l'Assemblée nationale, lui-même législateur, un professeur de droit, c'est un élu de Moueka. Il avait toutes les possibilités de proposer justement cette dépénalisation. Pourquoi, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, pourquoi seulement avoir attendu au moment où les gens sont à la recherche de la vérité sur ce qui s'est passé à Maluku? C'est quand même des vies humaines. Mais c'est ça, les faits précèdent le droit. Maintenant, madame, c'est sur la table, John Lumumba. Il propose, parce que je ne crois pas que... on a déjà eu un cas comme ça à Kinshasa, si je ne me trompe pas. Les gens n'ont pas découvert 421 corps. Ce n'est pas un fait habituel à Kinshasa. Non, ils ont dit quelque chose. Ils ont dit que c'est une pratique courante qui s'est déjà faite peut-être ailleurs, dans les grandes agglomérations. Kinshasa n'est pas épargné. Je me suis posé la question de savoir si cela s'est passé à Kinshasa. C'était quand? Qu'est-ce qu'on avait fait? C'était où? Est-ce qu'on peut dire, en dehors de ce qui s'est passé à Maluku, est-ce qu'il y a encore une autre fosse commune, ou alors une autre tombe commune, collective, ou alors un autre enterrement collectif? Parce que ce matin, j'ai même appris, information qui reste à vérifier, qu'on a fait même un communiqué peut-être pour annoncer l'enterrement d'une centaine d'autres indigents. Et bon, voilà, tout ça, c'est pas un problème. Mon problème, c'est de savoir si cela s'est fait dans le passé. Ça s'est fait quand? Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour annoncer? Comment ils ont géré cette situation? Et est-ce qu'on peut nous dire cet enterrement collectif a eu lieu où, à part ce qui s'est passé à Fula-Fula? Non, madame, moi je pense que la proposition faite par le vice-premier ministre est une bonne proposition, mais il prendrait le temps de
faire tel que la procédure le demande, c'est-à-dire le gouvernement initie un projet de loi pour dépénaliser l'avortement. Mais je pense que le débat qui est sur la table aujourd'hui, ce n'est pas le problème de l'avortement, ce serait désorienter les gens. Nous sommes à la recherche de la vérité. Il est allé parler de l'enquête administrative. On attend l'aboutissement de l'enquête judiciaire. Voilà, nous avons suivi, hein, je crois qu'il y a eu journée porte ouverte par rapport à la morgue de Mama Emo. Hein. On a vu toutes les têtes, les autorités de notre pays aller à la morgue, mais la population voudrait aussi savoir, comme l'a dit John Omombo, c'est une pratique courante qui se faisait déjà, comme on nous a précisé. Alors, on aimerait bien savoir, existe-t-il d'autres tombes communes? Et pourquoi ne pas nous les montrer, peut-être pour enlever toute suspicion? Parce que celui de Maluku, ça a été un fait de hasard. Les gens ont appris, ont vu qu'on a enterré les gens nuitamment et on a alerté la MONUSCO. Comme c'est un fait qui se fait, permettez la tautologie, pourquoi ne pas faire aussi une journée ferme ou tombe commune pour aller à Kinshasa, vérifier, démontrer qu'il y a, voilà, on a enterré des gens ici, on a enterré des gens là pour casser toute suspicion, Jean-Pierre Kayembe. Bon, je crois qu'à ce niveau, on ne peut pas parler de cette fameuse journée tombe ouverte ou fausse ouverte, d'autant plus que les enquêtes judiciaires sont en cours. Il faut attendre que les enquêtes nous donnent les résultats, que les enquêteurs nous disent ce qu'ils ont vu, parce que à force de laisser ça, de laisser le public accéder, on risque de dissimuler certaines preuves. Donc moi je crois qu'à ce niveau, il faut laisser l'enquête judiciaire nous donner ses conclusions, comme l'enquête administrative a déjà démontré ici. Quand on parle des enterrements nocturnes, pourquoi a-t-on enterré la nuit? Mais vous savez que ces corps qui sont à la morgue, pratiquement en état de décomposition, et ça dégage tout naturellement des odeurs nauséabondes. Et s'il faut prendre ces gens la journée, je crois que ça peut encore énerver certaines bonnes consciences. Et d'ailleurs, par les passés, quand on a procédé à ces types d'enterrement, la journée, les agents de l'hôtel de ville et de la morgue ont été lynchés par certains habitants. C'est pourquoi il était préférable, qu'on a enterré les gens la journée, ils ont été lynchés. Je crois que si vous avez suivi Évariste Bochab hier au Sénat, il a été suffisamment clair par rapport à ça, que les agents de la police, les agents de la morgue et tout ça, de l'hôtel des villes qui étaient chargés de faire cette opération étaient lynchés. Pourquoi ne pas vulgariser, faire comprendre à la population, les Kinos ne sont pas si cons que ça, faire comprendre à la population que nous allons procéder aujourd'hui à un enterrement collectif à telle heure et à telle heure. C'est ça, c'est problème de vulgarisation, de communication, tout simplement. Vous ne dites rien à la population. Quand on voit quelqu'un ou un camion débarquer avec des corps, ben les gens se posent des questions. Pourquoi ne pas communiquer à l'amont? Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un massacre, c'est pas... Il faut reconnaître qu'on pêche parfois. Par manque de communication. On ne communique pas suffisamment, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des folles rumeurs qui font du buzz sur Internet. Pourtant, cette affaire n'en est pas une affaire qui revient dans les prérogatives régaliennes de l'État. Et vous êtes sans ignorer que quand vous avez un corps qui totalise plus de 30 jours à la morgue, ça tombe dans un cas social. Et dans ces cas, je le disais ici en passant, qu'il revient dans les prérogatives du pouvoir public de pouvoir enterrer. D'ailleurs, il y en a encore des centaines, quelques 200, où on retrouverait 100 fœtus et 95 indigents, des gens qui sont sans famille, non identifiés et consorts, qui vont encore être enterrés. Mais cette fois-là, je ne sais pas si on fera appel aux caméras de la presse et tout ça. Il y en a qui parlent aussi des normes. Est-ce que les normes ont été respectées? Comment on enterre les indigents? C'est la question que l'on se pose. Est-ce que les indigents, je vais vous redonner la parole, John Omombo, n'ont pas besoin de dignité? Est-ce qu'on les enterre sans cercueil? Est-ce qu'on les met dans les sacs? Comment ça se passe? Parce que nous, on sait combien on paye pour les enterrements. Hein, vers la nécropole, je ne sais pas comment ça s'appelle, entre ciel et terre, nous on paye, entre ciel et terre, nous on paye $2000 pour enterrer. Dernièrement, on a enterré ma grande soeur, c'était à peu près $2000. Alors, comment ça se fait? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de dignité, de cercueil? Est-ce que l'hôtel de ville ne peut pas prendre en charge tout ça et les enterrer, ne fût-ce que dignement, parce que ce sont des êtres humains? C'est la question que l'on se pose. Oui, madame, moi je pense que je vais rester dans ma position. Ma position, c'est que je regrette tout cela. Lorsqu'on parle des vies humaines, il faut quand même qu'il y ait... Apparemment, lorsqu'on engage les débats sur cette question, c'est comme si c'était un problème politique ou un débat sur la démocratie, un débat sur ceci, des problèmes de texte et tout ça, on tend à minimiser les choses. Il s'agit de la vie humaine.
Il s'agit des citoyens congolais. Il s'agit de l'homme. L'homme est au centre de tout. Il n'y a pas d'État sans l'humanité. Il faut d'abord qu'il y ait d'abord l'homme au centre de tout. Moi, je pense que lorsque on aborde cette question, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau des hommes politiques, qu'il y ait quand même une attitude de compassion. Aujourd'hui, on vous a dit quelque chose. Nous connaissons comment ça fonctionne dans notre pays. Non, les gens qui savent qu'ils ont perdu les leurs, ils peuvent venir se faire identifier. Dans quel pays on va se faire identifier? Mais on va te fermer la bouche. Si ça va à l'encontre de la philosophie ou bien ça tend à ternir l'image des autorités, ben, vous allez le faire où? Nous savons comment ça fonctionne. Moi, mon problème, ce n'est pas ça. Il ne faut pas faire outrage à la magistrat. Non, madame. Non, jamais. C'est vraiment ces derniers temps. Jamais, madame. Ne me dites pas. Non. Je vais donner une précision. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis de ceux qui pensent que l'enquête indépendante, la véritable, c'est une enquête qui est menée par la justice congolaise. Okay. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est la MONUSCO ou c'est quelqu'un de l'extérieur qui viendrait avoir plus pitié des Congolais. Non, trop de commissions risquent de tuer la commission. D'ailleurs, ces gens-là qui viennent de l'étranger, lorsqu'ils viennent, c'est avec des objectifs bien clairs. Vous savez qu'aujourd'hui, le président Kabila, il y a un débat sur son mandat et tout ce qui est en train de se faire, c'est vouloir le salir. Tout ça, nous savons. Tout ce qui est en train de se faire, c'est vouloir le salir. On évoque beaucoup d'autres questions. J'ai même suivi même un parti politique qui aurait pris la décision d'aller saisir la Cour pénale internationale, comme si au Congo, il n'y avait pas de justice. Là, je pense que c'est quand même pas normal de réfléchir de cette façon-là. Mais lorsque il s'agit d'un débat interne, nous devons donner la vérité. La difficulté avec nos autorités, c'est que les autorités ont des services de communication, mais elles n'ont pas le temps de les écouter. Mon confrère est ici, il est attaché, il est accrédité au ministère de l'Intérieur, mais il peut me dire combien de fois le professeur Évariste Bouchab consulte ses conseillers en communication pour essayer de revoir sa manière de parler et à quel moment on doit s'habiller comme ça, à quel moment on doit parler comme ça. Il y a tout un travail. Le problème, c'est que nous avons une majorité qui aime toujours jouer à la défensive plutôt que d'anticiper. La communication est un outil de gestion qui est très efficace. On peut anticiper les événements. Ils ne veulent pas écouter. Depuis tout ce temps, ils n'ont jamais ouvert de morgue pour créer la porte ouverte. C'est une activité de communication. Il y a un message qu'on veut faire passer. Mais lorsque vous avez fait ça, à quel moment vous avez choisi de le faire? Ça, c'est un problème sérieux. Même au sein de la majorité, vous avez suivi tout ce qui s'est passé. 2 réunions à Kingakati. Il y a un sérieux problème de cohésion interne. J'ai lu même la lettre des 7 frondeurs. Je vous dis qu'il y a un sérieux problème de communication. Et nous sommes dans un état où les gens n'acceptent pas la vérité. Où l'autorité, lorsque tu travailles avec un ministre, avec un directeur quelque part, tu es son attaché de presse, il n'a pas le temps de t'écouter ou de te poser des questions pour avoir des conseils. Il a juste le temps de t'appeler, appelle la presse, et puis bon, tu exécutes. Non, le conseiller en communication, c'est un coach. Il s'appelle coach. Il te considère comme son client. Il a le temps de voir ta gesticulation, la proxémique, tout ce que tu as choisi. Qu'est-ce que tu dois faire à quel moment? Nous savons, madame, je termine, les grands du monde comme les George Bush, pour ne pas citer d'autres présidents du monde, il peut être en train de préparer une conférence de presse. Dans le couloir, son coach en communication lui dit « Tu dois rentrer, tu ne parles pas maintenant, tu es mal habillé. » Il écoute, il rentre, il obéit. Mais ce n'est pas le cas pour nos autorités. Et on vous donne d'ailleurs un bel exemple. En 1960, Kennedy a remporté presque la victoire. Il a séduit surtout le public féminin parce qu'il parlait bien, il était beau et il passait bien à la caméra. En fait, c'est ça aussi le rôle de la communication, que nos autorités essaient en tout cas d'être bien coachées parce que tout gestuel, tout est communication en fait. Tout ce que l'on fait, habillement, façon de parler, tout ça, c'est de la communication. Mais comme on donne l'importance à TV5, à RFI et à Jeune Afrique, et on nous ignore, et bien voilà un peu les conséquences. Alors nous passons maintenant, mesdames et messieurs, au deuxième thème. Nous allons parler du Katanga, du découpage territorial. Mais un fait qui ressort, mes chers collègues, mes chers amis, c'est l'impression qu'on a qu'on donne trop d'importance au Katanga. Quand on parle de découpage, les gens ont l'impression qu'on parle du Katanga, tout simplement. Parce qu'on a l'impression que toutes les autorités, tous les yeux sont tournés vers le Katanga. Même Forum des As a titré aujourd'hui « Sensibilisation du découpage aux élections et rétablissement de la paix, Katanga, carton plein pour Bouchab ». Alors, pourquoi cette focalisation sur le Katanga, Jean-Pierre Kayembe?
Merci, mais à ma connaissance, il n'y a pas que les Katanga qui a été démembré. Il y a la province orientale, il y a le... C'est ça, mais pourquoi on a l'impression qu'il y a problème au Katanga pour ce découpage? John, un bon communicologue, disait tout à l'heure qu'on ne communique pas. Et quand on veut communiquer, on a fait un problème. C'est ça le problème. Okay. Vous dites qu'on ne communique pas. On ne communique pas en amont. On n'a pas sensibilisé. Et quand on s'est mis à sensibiliser la population par rapport à ces processus, on a fait un problème. Tous les médias vont en parler. Non, mais pourquoi les Katanga? Non, quand on parle de découpage, on voit les Katanga. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. Les Katanga, par rapport à la mais mission on de le sait, on est des journalistes, on fouine, on sait que les Katangais, pas les Katangais eux-mêmes, mais les autorités comme Kyungo, on n'a pas peur de le citer, est contre presque ce découpage. Ils veulent garder l'esprit katangais, il faut être clair. Il n'est pas les seuls, mais c'est ça la démocratie. Si vous êtes minoritaire, ok, la voix de la majorité passe. Il n'est pas les seuls à s'être opposés. Quand vous irez au Kasaï, tout le monde n'est pas pour les découpages. Quand vous irez, je sais pas, en province orientale, c'est la voix de la majorité. Et que ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Ils datent de 2006. Ce n'est même pas une affaire de Kabila. C'est l'affaire du peuple congolais qui l'a massivement voté au niveau de référendum. Donc moi je crois que le Katanga par rapport, si vous faites référence à la mission de Evariste Bocham, ce n'était qu'une première partie. D'autres missions vont suivre à travers le pays. En province orientale, dans les deux Kasaï, ailleurs, ainsi de suite. Donc je ne vois pas pourquoi il faut trop politiser cette affaire du Katanga, parce que même les frondeurs les disent ils sont contre, mais c'est un processus déjà enclenché et on ne peut pas faire marche arrière parce que c'est des prescrits constitutionnels que nous sommes censés respecter. Aujourd'hui, notre pays est sur la bonne voie. Vous avez une cour constitutionnelle, vous avez un conseil économique et social, vous avez la CNDH qui a été mise en place, les découpages. Donc nous sommes en train de tout faire pour que l'esprit et la lettre de notre constitution, cette constitution que le peuple congolais a massivement votée en 2006, soit respectée. Voilà. Je ne vois pas là, il faut s'acharner sur... C'est vrai qu'à un moment, nous on grandissait, on nous disait tout le temps le Chaba est le poumon économique de la République du Zaïre. On le sait, l'importance que l'on donnait à cette province, bien que maintenant on le sait, chaque province de la République a ses particularités, a ses richesses, mais on revient sur les Katanga. Pourquoi on donne l'impression, même si on dit qu'on veut communiquer et que maintenant on dit qu'on en parle trop, pourquoi le Katanga pose problème par rapport au découpage? On le dit carrément, moi je n'invente rien, sensibilisation du découpage aux élections et rétablissement de la paix au Katanga. On dit même carton plein. Carton plein pour Bochab, la prospérité dit mission accomplie, Katanga, Bochab remet de l'ordre. Donc il y a un problème au Katanga par rapport à justement, c'est ça, c'est ça ma préoccupation. Carton plein pour Bochab. Bon, je me pose la question, où était ce carton-là? Où est le carton? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans ce carton-là. Ça, c'est un problème. C'est peut-être une image, oui. Oui, il peut préciser. Non, quand on dit carton plein, on ne fait pas référence au découpage. Vous êtes sans ignorer qu'au Katanga, il y a des conflits communautaires entre les Pygmées et les Bantous. Et donc, il est parti remettre de l'ordre en tant que ministre de la Sécurité ici. La consoeur ne fait pas allusion au découpage, même si sa mission d'itinérance consistait aussi à faire une campagne de sensibilisation et d'explication de la population sur les biens fondés du découpage qui rapproche les administrés des administrants. Voilà. Oui. Merci. Je crois que c'est dans ses prérogatives que de sillonner sur l'ensemble de la République, le vice-premier ministre. Mais l'impression que ça donne, c'est vrai, mon confrère dit qu'il faut communiquer. Justement, mais la communication est fonction de plusieurs facteurs. La communication est fonction de plusieurs facteurs. Même le porteur du message, quelque part, sa proximité, son rapprochement par rapport à la cible, il y a aussi des facteurs qui influencent aussi la réaction de la cible lorsque vous allez émettre un message. Mais prenez le cas, moi j'ai fait le Katanga, plusieurs fois j'ai fait le Katanga avec mon ONG PAREC pour aller récolter les armes, personne ne peut en douter. Ben, vous arrivez par exemple à News ou vous arrivez à Manono, vous vous adressez à un public, une foule pleine, compacte qui était là, et puis bon, vous vous adressez non seulement peut-être dans une des langues locales, mais vous vous adressez à ces gens-là dans un français très compliqué, même pas un français de la simplicité comme le français. Non, je ne condamne pas, je ne condamne pas. Madame, en communication, il y a aussi la proximité linguistique pour faire passer le message. Aujourd'hui,
quand moi je vais faire passer le message pour des enfants qui ont grandi par exemple ici à Gombe, ils n'auront pas le même message dans les mêmes conditions que ceux que je vais trouver là dans un environnement où il n'y a pas d'école, où ils n'ont jamais appris le français. Il y a un problème parce que la communication aussi, c'est un problème des objectifs. Donc quand moi je vise mes objectifs, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc ça c'est très important, madame. Je me dis, la question, l'impression que ça donne, oui, on a communiqué sur le découpage territorial, c'est que le chef de l'État va appeler l'organisation territoriale et administrative de la RDC. C'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que le chef de l'État l'avait bien expliqué lorsqu'il avait réuni tous les notables du Katanga. Mais aujourd'hui, ce que les autorités font après que le chef d'État se soit adressé, on a l'impression que le découpage que l'on fait, c'est un découpage précipité seulement pour la province du Katanga. Parce qu'on voit une forte mobilisation, un matraquage médiatique sur le Katanga. J'ai vu un envoyé spécial du chef de l'État qui était parti, qui a parlé, qui a visité les chefs-lieux des futures provinces. Ça, il l'a fait. J'ai vu le ministre, que je ne peux pas citer ici, qui est ressortissant du Katanga aussi, qui avait fait le tour, il est arrivé à Malemankoul un peu partout. Il a fait la même chose. Est-ce que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas suffisant? Il y a des problèmes à Moueka, au Kasaï oriental, là-bas, il y a des problèmes même chez moi au Sankourou. Un débat, oui, il y a un débat. Il y a un débat chez moi au Sankourou, par exemple, sur la problématique du chef-lieu de la future province du Sankourou. Il y a un problème. On ne voit pas cette mobilisation, ce matraquage médiatique. On a l'impression que la question du découpage territorial concerne essentiellement le Katanga. C'est ça maintenant que je dis, c'est ça la mauvaise manière de communiquer. On ne communique pas comme ça parce que le problème du découpage territorial, c'est une question de la Constitution, ça concerne toute la République. Alors je me pose la question, est-ce que Jean-Pierre Kayembe, lorsqu'ils ont planifié les activités de communication avec le vice-premier ministre, est-ce qu'ils ont pris le temps de lui poser toutes ces questions-là? Et puis autre chose, madame, on va expliquer, on a parlé de la paix, de la réconciliation, on a parlé des élections. 3 thèmes qui pratiquement remplissent le carton de Bocha, pour répondre les termes de la presse. Tout à fait. Mais j'ai vu des sommes colossales d'argent distribuées publiquement. Ça s'est fait, en tout cas, partout, sauf dans un État. Une autorité comme ça, c'est difficile de voir même dans des États qui se respectent. De l'argent en publicité comme ça, voilà. Je ne sais pas évaluer, mais on dit une enveloppe, mais moi je n'ai pas vu une enveloppe dans le commentaire du confrère. J'ai vu des sommes et des sommes d'argent. Je me pose la question, cet argent-là va servir à quoi? Est-ce que la population, nous ne sommes pas pendant le temps de la campagne, parce qu'on est habitué à voir des gens dilapider de l'argent comme ça pendant le temps de la campagne. Est-ce qu'on peut nous dire dans quelle rubrique du budget de l'État on a pris cet argent-là et l'argent va servir à quoi? Parce que dans les commentaires, on a dit c'est pour soulager, tant soit peu, tout ce qu'il y a comme problème là-bas. On a un défi pour construire les chefs-lieux de futures provinces, les installations provinciales. On a un problème, on a besoin d'argent. Cet argent-là aurait même servi à la construction même de certains projets, même les projets d'école. Mais je me pose la question, quelle est la rubrique du budget où on a tiré cet argent-là, qu'on est allé distribuer comme ça publiquement à la population? Est-ce que cette population du Katanga avait besoin de cet argent? En ce moment, on parle de découpage territorial. C'est autant de questions. Le nous dit que la MP joue avec le fait. On ne comprend pas. Et pourtant, le découpage, c'est quelque chose qui a été décidé. Nous, on a voté le référendum en 2006. Donc, ça devait normalement même pas poser problème. Ça devait couler normalement. Et pourquoi aujourd'hui, il y a blocage? Pourquoi on n'a pas expliqué à cette population en 2006 que le découpage allait poser problème? C'est ça, question de communication. Maintenant, on explique quand on commence à le faire. On ne comprend pas. On explique en aval. C'est pas possible. D'abord, je crois que par rapport au découpage et à la mission d'Évariste Bocham, on n'est pas les avocats il n'est pas les seuls. Enfin, je ne suis pas son avocat, moi non plus. Il n'est pas les seuls. On a des ministres, Salomon Balamouré, qui était aussi à mission dans le Kasaï et tout ça. Pourquoi on n'a fait pas écho? Pourquoi ça n'énerve pas certaines personnes? Pourquoi seulement le Katanga et tout ça? Moi, je crois que c'est des intentions. On est habitué dans ces pays à faire des procès d'intention, à critiquer même ceux qui n'en est pas un. Alors, par rapport à l'argent qui a été distribué et tout ça, mais je crois que c'était au nom du gouvernement que les ministres a remis cette somme d'argent aux réfugiés. Des réfugiés pygmées, bantous qui ont fui les affrontements intercommunautaires. Et je crois qu'une assistance du gouvernement valait la peine, surtout avec la présence du numéro 2 du gouvernement. Donc je ne vois pas là où on doit engager un débat par rapport à... Ce n'est pas seulement aux pygmées. À différents endroits, même à Manono, il a distribué de l'argent. Là, vous n'allez pas dire qu'il y a des pygmées à Manono. Je crois que s'il a distribué de l'argent, c'est qu'il y avait des besoins.
des besoins qui s'est Est-ce que posés. Des besoins qui s'est posés pour pratique-là, résoudre on tant soit doit peu. continuer Oui, avec mais cette pratique. dans quelle rubrique S'il du vous plaît, budget on a tiré doit cet continuer argent? avec cette pratique de distribuer de l'argent comme ça. Et je crois que dès que les besoins Se présentent, on distribue. se présentent, Mais tout doit être et budgétisé, on doit que je voir. sache. Mais je crois que c'est au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement, l'argent sort de la caisse de l'État. Et je ne suis pas moi ici porte-parole du gouvernement pour vous dire dans quelle caisse, sur quelle ligne on va placer cet argent. Mais il est vrai que Évariste Bocha Bokatanga ne représente que le gouvernement et que c'est au nom du gouvernement qu'il arrive. Donc seul le gouvernement détient le secret d'où est sorti cet argent et à quelle ligne il a été effectué. On doit donc expliquer à notre population, moi ma fille m'a posé carrément la question, donc le découpage est déjà effectif, John Obum. On a déjà le 26 provinces sur papier, ok? Oui. Donc les 11 provinces n'existent plus. Bon, là, je pense que mon ami qui est au ministère de l'Intérieur, il peut mieux nous édifier là-dessus. Mais je vois déjà, j'ai reçu même par WhatsApp des cartes qui circulent. Ça, le 26 c'est provinces, déjà officiel. il y en a. C'est une démarche constitutionnelle. D'ailleurs, je vais souligner ici que ce débat a été engagé avant même que le président Joseph Kabila ne soit au pouvoir. C'est un débat qui date de longtemps. Là où moi je dis, c'est qu'on ne nous donne pas l'impression que c'est un découpage qui est fait seulement pour certaines provinces, parce qu'on semble s'acharner. Ça n'énerve pas, oui. Il n'y a personne qui s'énerve. Mais le problème, c'est que dans notre pays, nous refusons la vérité. Pourquoi ce matraquage médiatique? Salomon Anamourira a été partout là-bas. Mais ce matraquage médiatique, oui, pour nous donner quelle impression? Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'intérieur où on peut résoudre ce problème. Est-ce que tous ces gens-là qui étaient partis avant le vice-premier ministre n'ont pas fait le travail qu'il fallait? Tous ces envoyés spéciaux du président de la République. Donc tout le travail qu'ils ont fait n'était pas suffisant. Il fallait que le vice-premier ministre descende là-bas. Non, il y a quelque chose. Moi, mon problème, c'est que au niveau de la communication, il faut qu'il y ait une dynamique qui accompagne justement ce processus de découpage territorial pour nous montrer que c'est une démarche qui va dans le sens de développer le pays parce que nous sommes en train de faire ce que l'on peut considérer la démocratie du développement, rapprocher pratiquement les dirigeants de diriger. Ça, c'est très important. Oui, le processus est en cours. Donc, moi, ma fille est en 6e, elle présente ses examens d'État cette année. Ma question est claire. Donc, les 26 provinces sont déjà instituées. Donc, les 11... Quand on leur posera la question, la République démocratique du Congo a combien de provinces? Elle répondra 26. C'est ça. Pour l'instant, on a encore les 11 qui fonctionnent parce qu'il faut attendre la mise en place des autres provinces. C'est un processus qui n'a fait que commencer. Et je crois qu'il faut attendre encore quelques années, quelques mois, quelques jours encore parce qu'il doit être formé au niveau du gouvernement une commission qui doit travailler sur l'installation de futures provinces et tout ça. Donc c'est encore un processus qui peut nous prendre en quelques jours. Cela nous permet d'entrer directement dans le troisième volet de cette émission. C'est les élections provinciales. C'est parti. Voilà, on y est, provincial. Les noms doivent être déposés à la CENI. Maintenant, ce sera pour les 11 provinces ou pour les 26 provinces? Et, ici, les élections, c'est pour les 26. C'est pour les 26 provinces. Il y a une commission au niveau de la CENI qui est en train de travailler sur la répartition des sièges. La cartographie électorale. C'est ça, l'opposition se pose même la question. On ne sait pas encore très bien comment cette répartition n'est pas encore établie. Comment on va déposer les candidatures comme ça sans... Oui, la commission, on se jette à l'eau comme ça, on ne sait pas très bien. La commission est à pied d'œuvre et pourra déposer les résultats de son travail au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a commencé aujourd'hui. Oui, cela n'exclut pas que l'on dépose les candidatures. Ça n'exclut pas. Ça n'exclut pas. On commence par déposer les candidatures qui doivent être étudiées, validées, affichées. Et on verra par la suite quelle étape devra être... Mais c'est ça, c'est ça mon inquiétude. Mon inquiétude, c'est qu'il y a quand même des étapes, des opérations qui doivent précéder justement l'ouverture des bureaux des candidatures, notamment même la répartition. Parce qu'aujourd'hui, nous quittons les 26 provinces nous quittons 11 pour les 26 provinces. Donc ça veut dire qu'au niveau des circonscriptions, il y aura beaucoup de chambardements. La CENI avait organisé beaucoup de travaux pour justement voir au niveau administratif avec le
ministère de l'Intérieur, ça je le sais, mais mon inquiétude c'est qu'on est en train d'avancer alors que la loi sur la répartition des sièges n'est pas encore faite. Ça c'est une bonne chose. Oui, ça doit se faire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est encore ça, c'est mon inquiétude parce que je sais que la CENI n'agit pas sur base de sa propre volonté. La CENI agit sur base des textes, des instruments juridiques qui lui sont fournis par le législateur. Mais apparemment, les choses traînent un peu. Alors ça, c'est vraiment mon inquiétude parce que ces élections sont complexes. Non seulement qu'il y aura les élections provinciales, mais il y a des élections, les premières élections locales, municipales, et tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'inquiétude que je partage. Mais je vais mettre un petit bémol par rapport à la CENI. J'ai même suivi que la CENI a engagé 1010 personnes. C'est une bonne chose. 10 000 personnes 1000 va engager. Le processus de recrutement continue, ce qui est une bonne chose. J'ai vu même, on a crédibilisé ce processus de recrutement parce que c'est passé par des agences, c'est une bonne chose. Mais il y a des questions qui restent encore pendantes, madame. Il y a des questions des vies humaines, des gens qui souffrent, des gens qui ont été chassés par la CENI dans des conditions inhumaines. Il y a beaucoup d'arriérés. On n'a jamais payé les indemnités de sortie de ces gens-là. On considère que c'est une question qu'il faut laisser comme ça. Et le gouvernement ne fait absolument rien. Parce que je sais que la CENI, dans son autonomie administrative et financière, bénéficie d'une dotation mensuelle au niveau du gouvernement. Cela ne suffit pas pour résoudre ce problème. Mais il faut qu'il y ait au niveau de la primature, au niveau du gouvernement, une décision qui puisse décanter cette situation. Il y a au moins un mois et demi d'arriérés, avec autant de mois d'indemnités de sortie, on n'a jamais résolu ce problème. Est-ce que c'est ça la cohésion nationale? Voilà, on devrait expliquer à la population, cette fois-ci, les noms qu'on va déposer à la CENI, ce n'est que pour les élections provinciales. Oui, l'opération qui a commencé aujourd'hui, c'est uniquement pour les candidats à la députation provinciale. Les autres, pour les conseillers communaux et consorts, je crois que l'opération sera lancée. Tu as une idée sur les critères, Jean-Pierre Kayembe, pour les critères pour... Oui, députation provinciale, il faut être détenteur d'un titre académique ou disposer d'une expérience avérée, d'au moins 5 ans en administration, en politique ou autre domaine connexe. Il faut déposer, être d'abord congolais, être âgé de plus ou moins 25 ans les jours du dépôt de sa candidature et aussi avoir payé au moins 500 000 francs congolais à la banque. Mais par rapport à ce qu'on parlait, 500 000 francs congolais. 500 000 francs congolais. 500 000 francs congolais pour être candidat à la députation nationale. Par rapport aux contraintes... Non, ça c'est provincial. Pour les provinciales, c'est 500 000. Provincial, je veux dire. Provincial, 500 000. Par rapport aux contraintes, je crois qu'il y a déjà un certain nombre de contraintes qui ont été élaguées jusque-là. On a déjà la liste complète des entités territoriales décentralisées et tout ça qui a été déposé. On a la liste des partis politiques. Le gouvernement est en train de jouer sa partition. Pour l'instant, il revient à l'Assemblée nationale, aux députés, de pouvoir jouer la leur. Donc, la commission électorale veut tenir le pari. Voilà, ce sont les derniers mots de mes confrères. Merci en tout cas. Le temps qui nous a été imparti est terminé. Voilà, j'ai réussi quand même à parler de mes 3 grands thèmes aujourd'hui. Merci donc à Jean-Pierre Kayembe de la RTGA pour avoir accepté vraiment notre invitation. C'est un plaisir. Vraiment très heureuse d'être avec nous. Et merci à John Omombo, malgré sa grippe, il est là. Pour la République démocratique du Congo, on est toujours debout. Merci, madame. Voilà, c'est notre manière à nous de contribuer à vraiment la reconstruction de ce beau pays. Comme je le dis souvent, on n'a que ce pays, la République démocratique du Congo, c'est notre... Pas fausse commune, mais c'est quand même notre fausse commune, parce qu'on sera tous enterrés ici. Voilà. Les seuls points communs que nous avons, voilà, nous vivons en dépit de nos différences, mais ce que nous avons en commun, un peu d'humour, c'est la RDC est vraiment notre fausse commune. La RDC, mais acceptons la vérité, parce que la vérité fait avancer. Voilà, la RDC est vraiment notre fausse commune, parce que vraiment c'est là où on sera enterrés là. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment avec plaisir que j'ai participé, que j'ai animé vraiment cette émission avec mes co-débatteurs. Merci à Guy Lukoki et à Maïlo Bumba à la régie, et nous nous retrouverons vraiment avec le même plaisir le mercredi prochain, et restez branchés sur ma page Facebook Web Presse. Au revoir.